Bonsoir à tous et à tous. Alors, je souhaite la bonne année à ceux que je n'ai pas vus. Je passe à mon sur tout le monde. Avant de commencer l'appel, juste pour vous signaler la démission de M. Jean-Marc Dupuis, qui est remplacé par Mme Véronique Vernon. Voilà. Je vais passer à l'appel. Alors, bah, ils attirent présent, Galibert, Côté, Dadjigo Jean-Christophe, Galibert Annick, Curé Philippe, Garcia Soulfa, Graine Marcel, Ginès Silvaire, Nicolas Noir, Pelé Marie-Hélène, Ara Séraphin, Munoz Dominique, Hachemo Nicolas, Gala Mouko, Munoz Samuel. Ça me change de voir Martin Munoz. Bouffini Hervé, Boudé Emmanuel, Preux Roger, Caruso Vanessa, Laurent David, Agnès Delphine, Boudjema Bruno qui a donné pouvoir à Séraphin Para, Laura Patricia, Deleu Jean-François qui a donné pouvoir à Vanessa Caruso, Boinel Charline, Stéphane Simon, Estrada Cabioa Lisiane, Falcon Lucas Chantal qui a donné pouvoir à Pascaline Dardier, Boudard Nicolas qui a donné pouvoir à Lisiane Estrada Cabioa, Aspa Didier qui a donné pouvoir à Issa Doulat, qui n'est pas encore arrivé, et Doulat Aïssa, Bernard Véronique et Focas Gilles. Présent. Avant de commencer, il faudrait le secrétaire ou le secrétaire de séance. Moi, je crois que corriger un peu Manu. C'est ça? Non, Manu, c'est bon. Et je vais passer la feuille de ça. Sur la table, vous avez une modification sur la question numéro 14, qui est un peu plus complète. Voilà, vous pouvez l'intégrer dans l'ordre de délibération. Alors, la question numéro 2, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2020. Y a-t-il des questions ou des observations? J'ai une toute petite question. À la question 12 sur Hero Énergie, il est écrit que Mme Imbert ne prend pas part au vote, mais aussi Mme Silva. Et je me demandais pourquoi. Pourquoi elle ne participe pas? Oui, c'est dans, je ne prends pas part au vote dans le cadre des délégations. D'accord, ok, merci. Y a-t-il d'autres questions ou observations au final? Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, question numéro 6. On passe à la 7, là. Je ne sais pas. Question numéro 3, c'est les décisions que j'ai amené à prendre.
Il n'y en a qu'une. Y a-t-il des questions sur cette décision? Aucune. Merci. Question numéro 4, finance. C'est l'adoption du règlement budgétaire et financier. Je vais laisser la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Cette question numéro 4 concerne l'adoption du règlement budgétaire et financier. Alors, il faut savoir que l'application des référentiels budgétaires et comptables M57 au 1er janvier 2024 nécessite l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Ce document rappelle les normes légales et réglementaires, ainsi que les processus de gestion propres à la collectivité pour l'adoption du budget, les autorisations de programme, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Alors, dans ce règlement, j'appelle plus particulièrement votre attention sur dans le titre 1, le paragraphe 2, qui est relatif à l'exécution du budget et au cycle budgétaire. Ce projet de règlement, susceptible d'évoluer dans le temps, si cela s'avère nécessaire, a été transmis en annexe du projet de délibération. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le présent règlement budgétaire et financier de la ville de Metz tel qu'annexé à la présente délibération. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 5, finance, c'est la règle et durée d'amortissement en nomenclature M57. Donc si je laisse la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Alors, l'application du référentiel budgétaire et comptable M57, donc au 1er janvier 2024, introduit des changements dans la gestion des amortissements. L'amortissement d'un bien débute à partir de sa mise en service, à savoir à la date d'émission du mandat d'acquisition et non plus au 1er janvier de l'année suivant son acquisition. Certains aménagements peuvent être apportés à cette règle, comme pour les biens de valeur inférieure ou égale à 750 €, toutes taxes comprises, les bâtiments publics, les réseaux et installations de voirie. Les durées d'amortissement sont fixées librement par l'Assemblée délibérante, sauf exception détaillée dans le projet de délibération. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir, pour les budgets soumis à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2024, adopter les durées d'amortissement des immobilisations listées en annexe de la présente délibération, approuver la date d'émission du mandat d'acquisition de l'immobilisation comme sa date de mise en service, acter l'application de la règle de l'amortissement linéaire au prorata temporis, et enfin, aménager la règle du prorata temporis pour que les biens dont la valeur est inférieure ou égale à 750 €, toutes taxes comprises, soient amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je vais au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 6, fongibilité des crédits de gestion des dépenses imprévues. Et je laisse à nouveau la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Alors, il faut se rappeler que le référentiel budgétaire comptable M57 permet à la collectivité des règles budgétaires assouplies, offrant ainsi une plus grande marge de manœuvre. Il donne la possibilité à l'exécutif, sur autorisation de l'Assemblée délibérante, de procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein d'une même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section, y compris la limite de 2% des dépenses réelles relatives aux dépenses imprévues
gérés en autorisation de programme, autorisation d'engagement, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Cette fongibilité dite asymétrique permet notamment d'ajuster, dès que le besoin apparaît, la répartition des crédits sans modifier le montant global des sections. Elle permet aussi de réaliser sans attendre des opérations purement techniques, contribuant à améliorer l'efficacité de l'exécution budgétaire et la réactivité opérationnelle. L'Assemblée délibérante est informée alors des virements de crédit opérés lors de sa plus proche séance dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l'article L. 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à procéder à compter du 1er janvier 2024 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections, y compris la limite de 2% des dépenses réelles relatives aux dépenses imprévues gérées en APAE et à signer tout document s'y rapportant. Enfin, valider l'application de ces dispositions pour le budget principal et le budget annexe, c'est-à-dire celui du restaurant municipal, soumis à l'instruction budgétaire et comptable M55. Y a-t-il des questions? Monsieur Foucasse. Oui, bonsoir à tous. C'est juste une petite question de forme sur la date de départ de l'autorisation, parce qu'il y a marqué 1er janvier, est-ce que ce ne serait pas plus logique de la démarrer le jour de l'Assemblée, le 29 janvier? Oui, cela pourrait paraître logique, mais nous travaillons dans le cadre d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Donc si, pour des raisons, je dirais, plutôt particulières, on adopte ces dispositions légèrement après le début de l'exercice, ça n'a aucune incidence particulière, puisque de toute façon, nous n'avons pas mis en œuvre ces dispositions depuis le 1er janvier. Oui, c'est bien ce que je dis, mais c'est pour la forme, puisqu'on autorise à partir de ce jour quelque chose, donc voilà. D'autres remarques? Aucune. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 7, finance. Budget principal et budget annexe, restaurant municipal, hébergement municipal pour mixte et pour Blanc, village de Talassac, de la vérification budgétaire, rapport de vérification budgétaire, exercice 2024 et approbation. Le défi imposé par le contexte de l'année 2023 a été relevé avec succès. Par notre anticipation 2022, nous avons su maîtriser la flambée annoncée des coûts de l'énergie. Toute cette année 2023 a été rythmée par de nombreux points sur l'exécution budgétaire. Nous avons surveillé cette année comme le lait sur le feu. Et au final, c'est avec une bonne nouvelle, nous pouvons afficher des résultats très satisfaisants. Et nous avons réalisé plus de 4 millions d'investissements largement subventionnés. Il existait donc un chemin pour mettre nos actions en œuvre tout en maintenant notre situation financière. Et ce, sans recourir à la solution facile de l'augmentation du taux de fiscalité. En 2024, nous devrons nous attacher à confirmer le cercle vertueux enclenché. Stabilité de l'action du service public, maîtrise des dépenses courantes, stabilité fiscale, renforcement des équilibres financiers structurels, fort niveau d'investissement, fort niveau de subvention, maîtrise de l'endettement. C'est avec plus d'optimisme, mais avec toujours autant de rigueur que nous abordons cet exercice 2024. Je veux que 2024 soit une année d'amplification de notre action avec 6 millions d'investissements et toujours sans recours à la fiscalité. Ainsi, en 2024, notre commune évoluera sensiblement par rapport aux besoins, évoluera sensiblement pour apporter aux besoins un cadre de vie toujours amélioré. Bien sûr, avant de terminer, je tenais à féliciter M. Marcel Grène qui a géré les budgets avec M.
M. Benoît Kerwa, Magali Claire et l'ensemble du service, et bien sûr tous les élus qui se sont impliqués chacun dans leur délégation afin que ce budget soit tenu, et bien sûr les services municipaux. Et c'est avec, je veux dire, beaucoup de fierté que je vois que ce budget a été tenu et que les résultats sont excellents, surtout avec une année qui était relativement très très difficile avec notamment les coûts des énergies. Et je tiens aussi à féliciter les services et les élus, et notamment Mme Imbert et on va dire tous nos partenaires financiers pour les aides apportées, parce que certes, on va dire, oui, vous avez eu beaucoup de subventions, mais les subventions, il faut aller les chercher, il faut avoir déjà des projets, il faut monter les dossiers. Et je vois que tout cela a été fait. Certes, on a demandé beaucoup au service, et je vois qu'à la sortie, le résultat est là. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à M. Grain aussi, je voulais dire que la situation financière de la mairie s'est améliorée. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. On a une capacité de désendettement qui était en 2020, qui était sur 12 ans passés, et qui est passée à 7 ans cette année. Sachant qu'en plus, on a eu quand même un achat, on va dire, qui n'était pas prévu, mais qui c'était une opportunité pour nous, c'était les services techniques avaient l'achat de Spinelli. Je crois que c'était une opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer, quand même 1,2 million. Nous avons été obligés de faire un pré-relais. C'est pour ça qu'on va dire que malgré ce pré-relais, nous pourrions être encore mieux, mais on est déjà bien. Et puis, il a fallu faire face aussi aux mauvaises surprises. Je pense notamment à des TVA qui n'avaient pas été payés ou plein d'autres choses. Des emprunts aussi qui avaient été reportés sur le Covid. Je pense notamment à l'emprunt du Talassa et des autres qui n'étaient pas payés depuis de nombreuses années, qu'il a fallu payer. Un investissement de 4,2 millions d'euros et un reste à réaliser vraiment minime, puisque 200 000 euros, c'est vraiment rien. Contrairement à ce qui s'est fait dans le passé, où le reste réalisé était, on va dire, découlé sur l'année d'après, et ça faisait une certaine somme, mais finalement, on va dire qu'on avait des investissements qui étaient juste de 2 millions d'euros. Et sur 2024, ce que je voulais dire aussi, c'est que 6 millions d'euros d'investissement, c'est quand même énorme. Notre ville n'a jamais eu de tel niveau d'investissement. Et comme je disais, la situation financière a plus de fait que s'améliorer. Alors, avant de donner la parole à monsieur Foucasse, pardon. J'ai quand même l'habitude de poser des questions. Je vais essayer de ne pas vous embêter. Je voudrais encore une fois féliciter bien sûr les services, l'ensemble des services municipaux et puis l'ensemble de l'équipe qui m'entoure, parce que franchement, ça n'a pas été facile, parce qu'il a fallu, des fois, chacun, oui, dans sa délégation, on avait essayé de passer un projet, mais vous avez tous tenu votre budget, vous avez tous fait face, et je vois qu'on avait une feuille de route que l'on tient, un programme qu'on nous avait annoncé. Alors je me rappelle qu'on nous avait dit que notre programme serait une catastrophe pour les finances de la ville de Metz, et l'appliquer ruinerait les efforts entrepris par la municipalité depuis des années. Et je vois que finalement notre programme est mis en place, et en plus de ça, on va dire, est mis en place, et les finances de la ville s'améliorent. Et je pense que nous allons continuer à aller de l'avant, continuer à boucler ce programme. Voilà ce que je voulais dire. Et bon, je vais laisser la parole à M. Marcel Grain, qui a beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci à tous pour votre implication. Merci, monsieur le maire. Bien, mesdames, messieurs, eh bien, rapport d'orientation budgétaire 2024 qui va donc être projeté sur l'écran. Alors, nous allons d'abord évoquer le contexte général. Les tendances économiques, cela concerne un contexte international qui a des répercussions économiques majeures. Nous vivons dans l'actualité nationale d'ailleurs.
en France 2023 a été marqué par une baisse de l'inflation, par une hausse des taux d'intérêt et une croissance faible. Pour 2024, on considère qu'il y aura une poursuite du ralentissement de l'inflation, de l'ordre de 3%, vers 3%. Une baisse des taux d'intérêt à partir de la mi-année, donc à partir de cet été, mais également une croissance qui sera atone. La loi de finances 2024. Alors, il est précisé que les concours financiers de l'État, dans cette loi, vers les collectivités territoriales, passent de 53 milliards à 54,1 milliards. C'est une hausse qui ne correspond pas au taux d'inflation. Les dotations, nous notons la hausse de la dotation globale de fonctionnement de 220 millions d'euros et la hausse de la DSIL à 570 millions d'euros. Par ailleurs, le fonds vert est renforcé à hauteur de 2,8 milliards d'euros. Et enfin, cette loi a annoncé une évolution de plus 3,9% des bases locatives cadastrales. Le contexte local qui impacte les finances communales, eh bien, c'est d'abord le doublement de certaines assurances, plus 70 000 euros. La hausse de la cotisation au service d'incendie départemental de plus 16 000 euros. Et cela en plus une baisse prévisionnelle de l'énergie estimée à moins 30%, soit moins 240 000 euros. Enfin, la croissance estimée des bases fiscales physiques, c'est-à-dire le périmètre sur lequel elle s'applique, de plus 1%. Quelle est maintenant la situation financière? Un point là-dessus. Le compte administratif 2023. Malgré l'impact de l'inflation, l'exécution budgétaire maîtrisée a permis d'atteindre l'objectif fixé lors du vote du budget, c'est-à-dire maintenir une épargne nette positive tout en maintenant stable les taux d'imposition. Et même mieux, cet objectif a été dépassé et l'épargne nette a progressé de plus 530 000 euros. En investissement, on notera un niveau inédit de dépenses d'investissement, soit 4 269 000 euros, plus 205 000 euros de restes à réaliser, et de subventions reçues, soit 1 101 000 euros, et il reste 95 000 euros de restes à réaliser. Ainsi, le résultat de l'exercice est de 950 000 euros, avec un recours à l'emprunt limité à 1 million d'euros, bien sûr, hors pré-relais à rembourser en 2024. Et je vous rappelle que nous avions voté un emprunt de 1,2 million d'euros au titre du budget primitif. Donc on a emprunté moins que ce que nous avions prévu. Le résultat global vous est affiché à l'écran. Alors pour ceux que je prends le document papier, parce que là, je n'ai plus avec moi-même. Ah oui, mais là, la baisse, c'est terrible. Bon. En fonctionnement, nous avons un solde de 2 056 000 euros. En investissement, un solde négatif de 1 105 000 euros, donc c'est la colonne de droite, et un total de 950 141 euros qui s'affiche donc ici. Les restes à réaliser 2023 à reporter en 2024. Alors, au titre des dépenses d'investissement qui apparaissent ici, il y avait 205 113 euros, et au titre des recettes, 95 600 euros, soit un solde négatif de 109 512 euros. Ce tableau vous présente les ratios d'épargne. Donc sur la ligne du haut, vous avez l'épargne de gestion, donc, qui est donc celle-ci. La deuxième ligne concerne l'épargne brute, qui lui est en fait parallèle. Et la troisième ligne, il s'agit de l'épargne nette,
Donc vous voyez à quel niveau, je dirais, est, donc il reste bien au-dessus de ce que nous pensions avoir, tout ce résultat particulièrement positif de 950 000 euros. Donc l'objectif a été tenu. Si maintenant nous faisons une courte analyse de la dette, l'encours au 31 décembre s'est levé en comptant l'emprunt au titre du prévolet pour l'opération Spinelli à 14 460 000 euros. Hors emprunt Spinelli, nous en sommes à 13 260 000 euros. Et c'est ce chiffre qu'il faut surtout retenir. Si on compare alors avec cet encours, la strate, enfin, encours par habitant, au niveau de la strate qui s'élève à 800 euros, mais alors avec l'emprunt Spinelli représente 1126 euros par habitant, sans l'emprunt Spinelli, 1033 euros. Alors, toujours pareil, les comparaisons par rapport à la strate, donc les communes de même nombre d'habitants, on ne peut pas comparer une commune de 12 500 habitants se situant dans le Comte Est avec une ville comme la nôtre qui se situe en fait pratiquement en bord de mer. C'est en Bretagne ou ailleurs. Donc il faudrait vraiment avoir une comparaison plus fine avec des communes se trouvant dans la même situation géographique que nous, c'est-à-dire bord de mer, donc forte attractivité touristique. Notre capacité de désendettement, je rappelle que le seuil d'alerte pour les services de l'État est à 12 ans, la strate est à 5,67 années, et pour ce qui concerne le MES, avec l'emprunt Spinelli, on en est à 7,24 années, sans l'emprunt Spinelli à 6,64 années. Voilà, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Alors, s'agissant des annuités de la dette, donc vous voyez apparaître sur le tableau du haut, qui est donc ici, les remboursements depuis 2022, donc de 2022 à 2026, sur laquelle on se projette. S'agissant donc de l'année 2024, comment nous nous présentons avec un capital à rembourser de 2 499 188,57 euros, parce qu'il y a cet emprunt Spinelli qui doit être remboursé en fin d'année 2024. Le montant des intérêts s'élève à 437 000 euros et le total de l'annuité à 2 937 000 euros. Et vous voyez qu'en 2025, eh bien, on redescend le total de l'annuité à 1 700 000 euros. Alors, quelles sont les orientations budgétaires vers lesquelles nous avançons? Voilà. 2024. 2024, c'est une année de consolidation, puisque entre 2023 et 2024, on note plusieurs éléments majeurs d'évolution. Tout d'abord, la poursuite de l'inflation qui impacte le chapitre 011 sur le fonctionnement, une baisse du coût de l'énergie de 30%, une croissance des charges personnelles, maîtrisée malgré les décisions de l'État. Le retour à un niveau classique de subvention au centre communal d'action sociale, le niveau élevé des taux d'intérêt qui réduit fortement l'effet positif de 3 emprunts en fin de remboursement. Enfin, le produit fiscal en hausse, donc comme annoncé, plus 3,9% de revalorisation des bases fiscales et plus 1% de croissance physique de ces bases. La surtaxation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires devrait nous amener un produit supplémentaire de 300 000 euros. En ce qui concerne le fonctionnement, le service public sera assuré avec les mêmes moyens et la même qualité, et on espère même encore mieux. La stabilité des taux des taxes foncières sera à nouveau proposée au même niveau que l'année 2023. Enfin, l'exécution budgétaire sera toujours rigoureuse et suivie strictement. En matière d'investissement,
Nous avons une très forte volonté d'agir avec plus de 6 millions d'euros d'investissement, et ceci accompagné d'un fort niveau de subventionnement, ce qui contribue au financement des projets. Enfin, un recours normal à l'emprunt est envisagé pour 2024. Nous précisons bien qu'il sera adapté en fonction des besoins et bien entendu en fonction de l'évolution des taux. Dans le cadre de l'approche pluriannuelle des investissements, je rappelle que les projets 2024 et 2025 sont déterminés et que le budget principal 2024 se place dans cette perspective pluriannuelle avec le recours aux APCP, autorisation de programme et crédit de paiement, et qui concernera plus particulièrement la place de la mairie, l'école ayante, l'aménagement du centre technique municipal, la rénovation des remparts en phase 2, la rénovation de la mairie, les programmes d'adaptation aux personnes à mobilité réduite. Voilà. Et par ailleurs, l'approche pluriannuelle, je le précise, ne va pas au-delà de 2025, puisque l'année 2026 est une année électorale. Alors, nous arrivons plus particulièrement sur le budget 2024. Examinons d'abord les orientations en matière de fonctionnement. Pour ce qui concerne l'énergie, donc on l'a rappelé, la baisse attendue est de l'ordre de 30%, soit plus de 200 000 euros sur le budget communal hors budget annexe. Il n'y a pas d'arbitrage particulier sur l'ensemble des autres demandes exprimées. Nous maintenons l'action publique et cela nous amène à avoir une évolution alors mesurée à la fois par rapport au budget primitif 2023 et par rapport au compte administratif 2023 qui vous sera proposé au prochain conseil municipal. Ce budget, ce compte administratif 2023, et c'est important, évolue de plus 4,2%. S'agissant maintenant du chapitre 12 qui concerne les personnels en termes généraux. D'abord, nous avons des charges imposées avec une hausse du SMIC qui pour le moment un niveau qui n'est pas connu mais qui devrait intervenir de toute façon dans le courant de l'année. Une hausse des cotisations à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, donc ça, plus 60 000 euros. Une évolution de 5 points, donc de l'indice, ça se représente 117 000 euros. Alors, rappelons que la hausse du point 2023, bien entendu, a amené un effet sur 2024 de plus 60 000 euros. Que le point 2024, on pense qu'il devrait progresser de 1% au 1er juillet 2024, soit plus 40 000 euros. Ensuite, le glissement vieillesse technicité, le fameux GVT, plus 1%, ça représente 80 000 euros et qui est impacté par les avancements, les promotions internes essentiellement. Pour ce qui concerne l'action sociale, progression de la participation au mutuel de l'ordre de 10 000 euros. Et enfin, il faut souligner une stabilité globale des effectifs, ce qui nous amène à voir une évolution positive du compte administratif 2023 de plus 5,03%. 5,08%. Alors, focus sur le 73, tout ce qui relève des impôts et taxes. La taxe sur le foncier bâti, bien, on l'a rappelé, valeur locative cadastrale progresse de 3,9%. Nous prévoyons 1% d'augmentation des bases physiques et nous maintenons le taux sur le foncier bâti. Même chose, taxe sur le foncier non bâti, stabilité à 85%. Je vous rappelle qu'en début de mandat, nous avions fait baisser ces deux taux d'imposition. Troisièmement, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, donc il s'agit d'une surtaxation de la part communale, de 60% a été votée puisque nous sommes en zone tendue. Le produit supplémentaire estimé s'élève à 300 000 euros. Enfin, nous reversons 75 000 euros
de taxe de consommation finale d'électricité à Euroénergie dans le cadre du contrat qui a été passé avec cette société. Donc l'évolution totale est indiquée en fin de diapositive. Voilà, donc le compte administratif 2023, et c'est important, a une évolution positive de 5,8%. Concernant les autres chapitres, chapitre 65, on s'engage à ce que la subvention de fonctionnement du CCAS reste rétablie à un niveau conforme à ses besoins, soit 300 000 €. Les admissions en non-valeur sont toujours conservées sur le chapitre 65 et s'élèvent encore à 80 000 €. Sur le chapitre 70, qui sont donc les ressources propres de la commune, légère progression liée à l'évolution des tarifs qui ont été votés dans le courant de l'année 2023. Enfin, sur le chapitre 74, nous avons une stabilité de la prévision budgétaire à 3,8 millions d'euros. Alors, quels sont les objectifs et les perspectives d'exécution? Eh bien, cet objectif est de renforcer progressivement l'excédent de fonctionnement et donc nos équilibres financiers structurels. Cela passe par une maîtrise stricte de l'exécution budgétaire, qui sera donc toujours requise, et qui passera par le maintien de suivi mensuel précis, de règles de consommation des crédits renforcés et d'adaptation éventuelle. Alors, le tableau des budgets primitifs 2022-2023 et l'hypothèse 2024 est formulée aujourd'hui. Donc, en total, les totaux apparaissent ici en gras. Je suis désolé, les chiffres sont petits. Nous sommes à 19 772 516 € en dépenses de fonctionnement et en recettes de fonctionnement. Je ne vais pas détailler le détail, puisque vous avez tous reçu ce document annexé à la convocation à ce présent conseil. Alors, s'agissant de l'investissement, nous avons l'intention de consacrer plus de 6 millions d'euros pour les investissements, ce qui traduit la volonté de la municipalité d'agir dans tous les domaines: l'environnement, le cadre de vie, le patrimoine, les sports, la culture, l'éducation, la jeunesse, la petite enfance, le commerce, les festivités, la sécurité. Et vous voyez, il y a des points de suspension parce que ce périmètre est extrêmement large. Et bien entendu, l'efficacité de l'exécution budgétaire reste un objectif important et je dirais même primordial. Alors, les projets d'investissement, passons tout de suite au reste à réaliser. Donc, j'ai rappelé qu'il y avait 205 000 € de reste à réaliser, dont, s'agissant de l'éclairage du gymnase Bernard-Jeu, 77 000 €, le jalonnement dynamique vers les parkings, 47 000 €, le logiciel ressources humaines, 18 000 € et l'opération façade, 12 000 €. Dans le cadre des autorisations de programme et des crédits de paiement pour l'année 2024, ces projets s'élèvent à 2 940 000 €. Ils comprennent donc l'ADAP, la deuxième phase des opérations Rempart, l'aménagement du centre technique municipal sur l'ancienne propriété Spinelli, l'aménagement de la salle Janouillet pour 600 000 €, la place de la mairie, son aménagement pour 450 000 €, la désimperméabilisation, l'installation de la géothermie, la rénovation énergétique de l'école Elian pour 1 million d'euros, et enfin la révision du PLU pour 20 000 €. Pour les autres investissements, quelles sont les opérations et les enveloppes? Nous avons l'intention d'y consacrer 3 323 000 €, dans lequel le plan vélo représente 300 000 €, les travaux de voirie 300 000 €, la rénovation du toit de la mairie 200 000 €, l'achat du terrain de département, celui qui est derrière la poste, 165 000 €,
Les travaux de protection contre les inondations, 148 000 €. Le réaménagement du club house du tennis pour 100 000 €. Et enfin, le toit sur le hangar du port où les sportifs qui pratiquent les joutes languedociennes stockent leur matériel pour 100 000 €. Alors, la suite des autres investissements. Opération et enveloppe. Alors, l'acquisition de logiciels pour 78 000 €. Alors, il s'agit essentiellement d'un logiciel pour service comptabilité qui avait besoin de se mettre au même niveau que les ressources humaines et en même temps pouvoir s'adapter à la nomenclature M57 qui fait évoluer notamment un certain nombre de chapitres d'imputation. La part municipale pour l'installation de la chaudière bois à l'école Germaine Coty, 77 000 €. L'installation d'un chauffage réversible à la crèche Claude Bastide pour 70 000 €. L'aménagement de la place des Micopouliers dans la continuité de l'esplanade Yves Pietrasanta, 50 000 €. L'extension, la rénovation et l'extension de la vidéosurveillance, 45 000 €. La rénovation de l'orgue de l'église Saint-Hilaire, dont les postages en plomb sont à changer, 45 000 €. L'acquisition d'un véhicule pour la police municipale, il s'agit de remplacer le C5 qui était en location et qui arrive en fin de contrat pour 35 000 €. L'opération façade, 54 000 €. Enfin, tout ce qui concerne le matériel roulant, le matériel technique, le mobilier, l'achat et travaux divers pour 1 556 000 €. Tout ceci en procédant à un recours normal à l'emprunt, dont je l'ai précisé déjà, le montant sera à adapter. Les plus importants projets prévus au budget primitif 2024, donc place de la mairie, rénovation de l'école étudiante, rénovation de la salle Jean-Louis, pouvoir des remparts, etc., doivent avoir une longue durée de vie. Il est donc légitime de recourir pour partie à l'emprunt pour leur financement. D'autant que, eh bien, on a pu vous le montrer, la commune a reconstitué des marges de manœuvre en matière d'endettement. Ainsi, le montant de l'emprunt sera strictement adapté aux besoins de financement découlant de la réalisation effective des investissements dans une fourchette comprise entre 2 et 2,7 millions d'euros. Alors, nous avons bien entendu toujours l'intention de bien préparer l'avenir et d'agir. Et pour cela, mener une gestion patrimoniale active. En effet, le levier patrimonial doit être utilisé pour améliorer l'ensemble de nos bâtiments communaux, dont certains sont en mauvais état. Une stratégie de gestion active commence à se concrétiser. Nous avons pris la décision de vendre la caserne d'Ypres, mais également l'ancienne perception et la partie utilisée par l'école de musique, et cela pour couvrir l'achat Spinelli et les aménagements consécutifs à y prévoir. Donc c'était le prêt relégal. Alors, quelles sont les hypothèses sur la section d'investissement? En dépenses comme en recettes, le niveau est prévu à 10 307 000 €. Dans lequel, au chapitre 7, vous voyez en dépenses d'investissement 2 501 000 € de remboursement d'emprunt, dont en particulier le prêt relais pour l'acquisition Spinelli. Dans les recettes d'investissement, eh bien, nous avons inscrit, je dirais, ce qui correspond. Et quand je vous ai parlé d'un emprunt, vous voyez figurer en bas de tableau, donc au chapitre 7, pour 2 650 000 €. Alors, tout cela, pour nous, il s'agissait de consolider notre vision de l'évolution en matière d'investissement. Le port du Mont-Blanc, nous envisageons bien entendu de procéder à un dragage compte tenu de, je dirais, de la gêne qui est apportée aux exploitants congédiculteurs qui sont sur le Mont-Blanc et qui ont du mal maintenant à naviguer à cause de l'ensemble de l'envasement du port. S'agissant du port mixte, et cela a déjà commencé, il s'agit de la rénovation du port des Nacelles.
mais également l'installation de compteurs d'eau et d'électricité et la rénovation des sanitaires de la capitale. Au niveau de l'EHPAD, nous prévoyons donc bien sûr la création de l'accueil de jour, la rénovation du secteur Alzheimer et la climatisation des chambres, indispensable compte tenu de la hausse générale des températures en période estivale. Enfin, au Taurus, nous prévoyons d'investir en matériel de cuisine, dont je dirais certains arrivent vraiment en fin de vie, de réagencer les chambres froides et procéder à la climatisation des chambres. On précise tout ou partie. On va voir en fonction de, je dirais, de ce qu'on va pouvoir faire et du coût qui évolue justement des climatiseurs. Les autres gros projets de la commune. Bon, on en a déjà longuement évoqué le sujet. Il s'agit donc de l'évolution du village vacances d'Alassa à travers la délégation de services publics. Il y aura l'opération de rénovation des HLM par Héros Logement qui engage 28 millions d'euros. L'opération Maison des services publics et logement à caractère social en lien avec Héros Logement. Donc ça, c'est l'opération qui est derrière la poste. La transformation de la cave coopérative en lieu culturel par cette agropole Méditerranée, en rappelant que les études de faisabilité sont en cours. Enfin, il y a dans les autres projets l'étude de la déviation par le conseil départemental de la route départementale 613, mais également le projet de sécurisation de l'entrée de la ville au nord, donc sur la route de Pesnas, et de sécurisation de la route départementale 158 qui relie le carrefour des Quatre Chemins à Loupion. Bon, ben, écoutez, merci de votre attention. Maintenant, on va passer aux questions. Merci, M. Gren. Y a-t-il des questions, des observations sur le sujet? Gilles? C'est attendez que je bouge. Monsieur Focas. Oui, ça sera vite fait, ne vous inquiétez pas. Ça sera vite fait pour des simples raisons. Bon, déjà, un petit mot sur la commission des finances, qui a eu lieu samedi matin. Il y a eu un peu plus de monde qu'à la fois d'avant. Et j'ai pas noté, je me trompe peut-être de remarques particulières sur ce qui a été présenté par Marcel, puisqu'il a eu une avant-première samedi matin. Moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on a une épargne nette qui se maintient dans le contexte actuel, on pourrait toujours espérer mieux, mais bon, ça y est, sur ce maintient. Il y en a qui aimeraient en dire autant, je pense. Que la réalisation du budget, elle est très très proche de ce qui était prévu, pour ne pas dire exceptionnellement proche. À partir de là, le débat, si je puis dire, il n'est plus sur les finances, il est sur les projets. Sur les projets, puisque les finances découlent aussi des projets que l'on a en politique. Et donc, moi, je souscris, on le sait depuis un certain temps, à beaucoup de vos objectifs. J'ai aussi la même analyse sur le patrimonial, parce que ça, c'est quand même une analyse qui doit être faite à long terme, sur le patrimoine immobilier. Je pense que les orientations sont bonnes, ça on en a parlé aussi. La politique de dissémination des services publics qui a été menée pendant quelques années, je pense qu'elle a été néfaste, pour plusieurs raisons, des raisons d'économie d'échelle, aussi bien que des raisons pour le service à la population. Puis la population, elle a déjà allé balader très souvent entre services, entre agglos et communes, donc je pense que recentraliser certains services, ce sera bien pour tout le monde. Ça c'est pour le constat. Donc pour le budget 2024, le budget primitif, donc je ne sais pas, il a l'air bien avancé quand même, il est plus qu'en préparation, mais à mon avis doit présider encore
la même philosophie que pour quand vous avez élaboré le budget 2023, une grande prudence, et je dirais être pessimiste sur les recettes et être pas optimiste, mais pessimiste aussi sur les dépenses. Après, si on a des bonnes nouvelles, ça sera, comme il y en a eu, hein, il y a eu quelques bonnes nouvelles de rentrée d'argent, ça sera que du bonus quand on fera les comptes. Parce qu'on parle de désinflation, pas de déflation, de désinflation. On parle de baisse des taux d'intérêt, mais je ne sais pas si vous voyez l'état du monde. Tout peut arriver à tout moment, et je pense que les choses peuvent s'inverser. On ne peut pas trop s'avancer sur certaines choses, et même sur la baisse des taux d'intérêt. Donc, moi, la seule chose que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais qu'on reste, c'est cette prudence dans l'élaboration du budget principal, cette rigueur que vous avez eue en 2023 et qui a fonctionné. Et c'est pas toujours facile parce que ça tire de partout. Hein. C'est toujours difficile pour tout le monde, pour les services qui s'ouvrent un peu restreints, pour les élus qui ont des projets qui aimeraient que ça avance et de les mettre en application, et pour les habitants aussi qui aimeraient que certaines choses avancent beaucoup plus vite, la voirie, etc. Donc, la balle est dans votre camp. Hein. Et je pense que si vous avez la même philosophie que l'année dernière, ça devrait bien se passer. Quoi. Voilà. Madame Estrada. Bonsoir, ça sera aussi très rapide. J'ai participé donc samedi matin à la commission des finances et je salue le devoir et l'exercice de transparence qui a été fait par Marcel Graine et le climat détendu dans lequel nous avons pu débattre, même si on n'a pas toujours été d'accord, notamment sur les strates choisies et comment on pouvait changer de strate pour analyser différemment les résultats. Mais ça c'est du détail. Pareil, et comme M. Focas, on va parvenir sur l'état financier. Simplement quand même remarquer qu'il y a eu 1 million d'euros, donc si vous finissez avec 950 000 euros d'excédent, c'est qu'il y a quand même eu cet emprunt de 1 million d'euros. L'année dernière, je vous avais posé la question de ce que signifiait une gestion patrimoniale active. Nous avons eu la réponse cette année, la vente de 2 bâtiments. Pourquoi pas. Par contre, effectivement, sur les projets, nous avions un projet qui était la réhabilitation des halles, et nous regrettons qu'il n'y ait rien, pas 1 euro sur les halles, alors qu'il y a plus de 2 millions et quelques sur l'école Léliane, tous 600 000 euros sur la salle Jean Nouillet. Voilà, mais ce sont des choix politiques, ce sont les vôtres, c'était pas les vôtres. Voilà, c'est tout. Madame Estrada, je vais vous répondre sur les halles. Sachez que les halles, vous aviez bougé dessus. Il y avait aussi une étude qui a démontré quand même une fragilité de l'édifice. Qui dit fragilité de l'édifice, il a fallu quand même, si vous vous rappelez, il a fallu renforcer la structure. On a renforcé cette structure-là et ce bâtiment est encore sous surveillance, c'est-à-dire qu'il faut voir son évolution. On ne peut pas du jour au lendemain faire des travaux sur un bâtiment sur lequel on ne sait pas la structure. Et en plus de ça, ce n'est pas la structure, c'est le sol. Il y a des gros problèmes de sol. Alors, je sais pas, mais je sais en plus avec les commerçants des halles qui n'étaient pas, finalement, ça ne dérangeait pas trop aussi qu'on attaque les travaux des halles, hein, puisque, comme vous le saviez, on était obligé de les délocaliser pendant 2 ans. Sachez que les halles feront partie de notre futur programme du prochain mandat, si nous sommes là. Mais pourquoi? Parce que justement, on va attendre, nous serons un laps de temps pour savoir comment on va évoluer la structure. Si jamais on voit que les sols ne bougent pas, oui, on fera, mais sachez que d'après les spécialistes, on n'était même pas sûr de pouvoir la repositionner au même endroit.
c'est-à-dire que peut-être les Halles, il aurait fallu les avancer, voire parce qu'on est sur une ancienne fosse des remparts hein, qui passe sur la rue Antérique. Voilà. Donc je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu les études globales du projet, mais sachez que c'était pas possible d'attaquer, de mettre 2 millions d'euros sur les Halles sans savoir comment était la structure du sol. Voilà, tu vas en dire un mot, Jean-Christophe? Non, sur les Halles, c'est clair, il y a des témoins qui ont été posés, on regarde s'ils bougent pas, et surtout on attend les analyses de sol, puisqu'il y a un vrai problème de fondation. Sur l'aspect financier, si vous regardez les chiffres qui ont été présentés, les 1 million d'euros de résultats, ils sont exclusivement dus à l'excédent de fonctionnement qui est de 2 millions. L'investissement est de moins 1 million, c'est-à-dire que on ne peut pas mettre en relation l'emprunt de millions avec 1 million de résultat final. Vous regardez la section de fonctionnement, elle a un excédent de 2 millions d'euros. Donc c'est ça le marqueur d'une bonne gestion, d'une bonne situation, c'est d'avoir un excédent de fonctionnement qui couvre largement le déficit d'investissement. Donc on ne peut pas faire une relation directe entre 1 million d'emprunts et 1 million de résultats. Ça serait le cas si la section d'investissement était à 0. Et là, on aurait dit, ben ouais, vous êtes à 0 parce que vous avez 1 million d'euros d'emprunt. C'est pas le cas. Ensuite, donc, je ne sais pas si on analyse bien ce qu'on vient de présenter, mais moi, j'aurais pas mis mes deux mains à couper, qu'on en arrive là, l'an passé. En prenant la décision de ne pas augmenter les impôts, on a pris un gros risque. Le risque, c'était qu'on soit obligé de le faire cette année, en fait. Et on n'est pas obligé de le faire cette année parce que on a tenu le cap, on a tenu les ressources, on s'est accolé aux recettes, et on n'a pas dépassé de iota les prévisions qui ont été faites. Et on arrive aujourd'hui à vous présenter un presque budget 2024, hein, M. Foucault a raison, normalement on ne devrait parler que d'orientation budgétaire ce soir. Mais là on vous a présenté le compte administratif, c'est-à-dire les chiffres réels de l'exploitation de l'an passé, plus un pré-projet 2024. Et dans ce qu'on vient de présenter, on a pour la première fois à Metz noté un budget d'investissement de 10 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on vous a dit 6 millions c'est l'investissement réel. Regardez bien les chiffres, le budget d'investissement, cette année, il dépasse les 10 millions d'euros. C'est exceptionnel. Tout ça, je le répète encore, en ayant pris le risque l'an passé de ne pas toucher à la fiscalité, puisque les maisons, on voit bien qu'il y a des augmentations de base fiscale qui vont y toucher. Donc je crois qu'il faut être conscient que c'est un exercice très difficile, ça sera encore très difficile cette année, mais les résultats, on les voit. C'est-à-dire qu'on a investi lourdement cette année, on pourra investir encore plus l'an prochain, et la dette, elle va forcément baisser, puisqu'on va rembourser l'emprunt de Spinelli, et que la hauteur d'investissement que l'on prévoit, si on la tient avec 2 millions d'euros d'emprunt, c'est en gros ce qu'on va rembourser en emprunt. Donc on n'alourdira pas la dette des maisons. Donc je pense que c'est à la fois un résultat exceptionnel en 2023 et les prévisions de 2024 très ambitieuses, ce qui viennent d'être présentées. Mais on a prouvé cette année qu'on était capable de le faire. Alors, Sylvain. Oui, concernant donc les études des Halles, comme l'a dit M. le maire, je vous rappelle quand même que ces études, c'est vous qui les avez fait faire quand vous étiez aux affaires, enfin en tout cas votre équipe, Mme Estrada. Je suis un peu surprise que vous n'en ayez pas pris connaissance. En tout cas, ces études, elles nous ont été cachées, on les a découvertes quand on a été élus, puisqu'on savait qu'elles étaient sous le coude, mais qu'on les avait demandées à plusieurs reprises, qu'elles ne nous avaient pas été données, ou à moitié données. Donc, je trouve un peu hasardeux quand même de se présenter à une élection municipale, de présenter un projet de réfection des Halles, tout en sachant que la structure des Halles était en piteux état, qu'il fallait la renforcer, et en tout cas, je trouve que c'est une bonne décision d'attendre et de voir ce que va devenir cette structure, pour savoir si on la conserve, si on ne la conserve pas, et dans quelle mesure on peut faire les travaux sur les Halles. Ensuite, de dire qu'on ne met pas 1 euro sur les Halles aujourd'hui, alors on peut parler de projet contre projet, en attendant c'est nos projets qui ont été élus et pas les vôtres, donc il faut dire que les maisons n'ont pas voulu des Halles ni des piscines que vous nous proposiez, mais de dire qu'on ne met pas 1 euro sur les Halles, je trouve que c'est un peu fort quoi. Excusez-moi, mais quand on découvre une toiture à 100 000 euros à faire au port, un toit de mairie à refaire
un foyer municipal, parce que vous dites que 650 000 € pour la salle Jean-Louis, c'est un peu énorme, mais enfin, vous avez vu l'état de la façade, vous avez vu l'état de la toiture. On ne peut pas aujourd'hui accueillir des artistes, il n'y a même pas un monte-charme. Et vous nous dites que vous ne trouvez pas ça normal. Moi, je suis désolée, mais effectivement, vos choix ne sont pas les nôtres, et en tout cas, ce sont les nôtres qui ont été aujourd'hui élus. Voilà. Merci, monsieur le maire. C'était juste par rapport aux décisions de travaux qu'on a décidé à faire. Donc, en effet, au niveau des halles, la sécurisation a été faite et tant mieux. Aujourd'hui, les commerçants souhaitent être à lieu et place et on les comprend. C'est 180 000 € de réalisation quand même. Pour autant, les travaux qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est vraiment la mise en péril de nos bâtiments. C'est vrai que c'est moins glamour parce que des belles halles, c'est super. Par contre, on prend l'eau à la mairie, on prend l'eau à la salle Jean-Louis, nos enfants à l'école ne sont plus chauffés, il y a l'Eliante, il y a Coty, donc il a fallu réinjecter et faire un nouveau chauffage. On fait pareil sur Clémenceau. La perception qu'on a dû fermer en urgence, donc la réhabilitation des bâtiments également de l'Eliante pour permettre aujourd'hui de les accueillir, tout ça sont des travaux qui sont plus que nécessaires. C'est pas ambitieux de notre part, c'est juste que chez vous, si les pas de chauffage, on le chauffe, et si les culs sont cassés, on répare. On fait exactement pareil, on fait de la municipalité comme on le ferait chez nous, sauf que certes c'est à grande échelle, donc du coup un toit, c'est 100 000 €, 200 000 €, il faut en abaisser certaines parce qu'il y a eu des vues qui avaient été données par l'ancienne municipalité, tout ça a un coût. Alors voilà, moi je voulais juste dire que quand on fait des réalisations, vous parlez des halles, donc la réalisation de la place de la mairie nous permet aussi d'intégrer un bac à graisse dans les halles, parce que c'est obligatoire, parce que vous ne l'avez pas fait, parce que nous on va le faire. Voilà, donc tous ces travaux-là sont nécessaires et c'est ambitieux, je trouve, et courageux politiquement de les assumer et de les réaliser. Y a-t-il d'autres remarques? Aucune? Non, mais je vous retrait. Monsieur le maire, Oui, monsieur. je reste à prendre acte Oui. de la tenue de cette débat d'orientation budgétaire, qui est préalable au vote du budget 2024, du budget principal de la ville de Metz et des budgets annexes, c'est-à-dire celui du restaurant municipal, de l'hébergement municipal, du port Nice, du port du Mont-Blanc, du village Club Talassar et de l'aire des camping-cars. De l'existence et de la présentation du rapport sur la base duquel s'est tenu le débat d'orientation budgétaire. Ensuite, de dire que le rapport d'orientation budgétaire 2024 du budget principal soit transmis aux représentants de l'État dans le département, ainsi qu'au président de cette agropole Méditerranée, conformément à la loi. Et enfin, d'adopter le débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2024 sur la base du rapport ainsi présenté. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3, 4, avec pouvoir, ça fait 6. Et qui est pour? Je vous remercie. On va changer de registre. Question numéro 8, modification du tableau des effectifs. Et je laisse la parole à M. Séraphin Parra. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, une question simple. Alors, comme pratiquement à chaque conseil municipal, le tableau des effectifs évolue en fonction de la vie de la municipalité, de la vie des effectifs. Et donc, aujourd'hui, on a simplement, on propose donc le passage de recrutement de modification du tableau des effectifs pour un élément, un effectif dans la filière animation et qui correspond uniquement à un changement de temps de travail. Donc là, on a le recrutement d'un emploi d'adjoint d'animation à temps complet. Donc le budget général passe de 277 postes budgétaires à 278 postes budgétaires. Et donc, il nous est demandé d'approuver la modification du tableau des effectifs exposés, que vous avez en annexe, de donner pouvoir à M. le maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget chapitre 12.
Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 9, c'est la convention avec le SDIS pour les sapeurs-pompiers volontaires et je laisse à nouveau la parole à M. Séraphin Parra. Merci, monsieur le maire. Donc, en annexe, vous avez, donc, il nous est demandé d'approuver la convention avec le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault relative à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires de la ville de Metz pendant leur temps de travail. Donc, on a un certain nombre d'agents qui font partie du corps des sapeurs-pompiers volontaires et donc cette convention détermine les conditions d'exercice de leur activité et de la prise en charge par la ville d'un certain nombre d'éléments. Donc il nous est demandé d'approuver cette convention et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette convention avec le président du conseil d'administration du SDIS. Y a-t-il des questions sur le sujet? Madame Sanda. Juste une question. J'aimerais savoir combien ça concerne d'agents municipaux et en 2023, si vous savez combien d'ASA ont été autorisés. 4. 4, 2 au CCRS et 2 à la ville. C'est 2, oui. Voilà. Oui. Oui, sur les deux. Juste pour compléter, les 2 agents du CCS sortent quasiment pas du tout, parce qu'ils travaillent au SIAD et voilà, c'est très délicat pour eux. Par contre, les 2 agents de la mairie, il y en a un en 2023 qui a fait 20 sorties, compté une moyenne de 1h30 par sortie, et un qui en a fait 5, ce qui reste assez limité au total. Merci. Nous sommes loin quand même de l'époque où, on va dire, la 80% des employés municipaux étaient sapeurs-pompiers volontaires. Donc je vais mettre au vote. Il y a juste qu'Audrey Le Maire qui ne participe pas au vote, puisque tu es au conseil d'administration du SDIS. Voilà, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 10, c'est le groupement de commande Hérault Énergie. Je vais laisser la parole à Madame Marie-Hélène Pelé. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Depuis 2015, la ville de Metz adhère au groupement de commande pour l'achat d'énergie, de fourniture et services en matière d'efficacité d'exploitation énergétique mis en place par Hérault Énergie. La dernière convention signée en juin 2018 prendra fin au 31 décembre 2025. Afin de poursuivre les achats groupés dans un souci d'efficacité pour les opérations de mise en concurrence et d'obtention des meilleurs prix, le comité syndical Hérault Énergie a décidé de la création au 1er juillet 2024 d'un nouveau groupement de commandes unissant les syndicats de l'Hérault et du Gard. Cette action s'inscrit dans la mise en place d'une démarche éco-responsable visant à permettre des économies d'échelle. La convention qui a été transmise définit les modalités de fonctionnement du groupement. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de la dissolution du précédent groupement de commande, d'approuver le projet de convention pour une durée limitée entre la ville de Metz et Hérault Énergie, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention constituée du groupement joint en annexe et tous les documents afférents à cette décision, ainsi qu'à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et faire acte de candidature au marché d'énergie proposé par le groupement, suivant les besoins de la ville de Metz. Y a-t-il des questions? Aucune. Je vais examiner au vote qui est. Il y en a qui ne participent pas, Mme Silva et Audrey Le Maire. Alors je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 11, c'est l'aménagement du boulevard des Remparts et réhabilitation des Remparts. Et je vais laisser la parole à Mme Audrey Le Maire.
Merci Monsieur le maire. Comme vous le savez, l'année dernière, nous avons réalisé la phase 1 des remparts avec la réhabilitation au niveau du parking des Remandeurs et également celle qui se trouve dessous les pénitents. Et donc une phase 2 avait été annoncée, une phase 2 donc, qui prend effet cette année. Avec, voilà, on profite au niveau de la municipalité pour refaire complètement la voirie, mais également faire en maîtrise déléguée d'ouvrage tout ce qui est éclairage public avec Hero Énergie. Cette opération a pour objectif d'apporter une qualité architecturale et une meilleure insertion dans le site, développer le cheminement PMR qui est inexistant aujourd'hui, améliorer la récupération et le transit des eaux de ruissellement et valoriser et préserver le patrimoine en remédiant au désordre des remparts. Le projet d'aménagement comprend le maintien du sens de circulation du sud au nord, hein, donc il n'y a pas de modification au niveau du sens de voirie, la création d'un cheminement PMR, comme je vous l'ai dit, sur la partie du boulevard, la mise en place des stationnements longitudinaux qui n'y sont pas également aujourd'hui, la création d'un plateau traversant au droit des escaliers qui descendent des deux côtés pour la sécurisation au milieu de la rue Fournel, la rénovation des remparts complète, donc c'est-à-dire qu'il y a le côté voirie mais également le côté rénovation sur les remparts. Cela va permettre également, parce que j'ai eu un échange tout à l'heure en réunion avec l'aglo, de remédier aux odeurs qu'ont les riverains aujourd'hui. Donc une intervention, je le dis, va être faite incessamment sous peu dans le fumage pour savoir pourquoi les riverains sont touchés par une odeur qui est quand même assez importante à ce niveau-là et nous allons le traiter également dans ce cadre-là. Donc le boulevard en lui-même, donc tout ce qui est voirie, c'est 275 000 € hors taxe et le rempart 228 000 pour un total de 605 296,20 TTC. Au niveau du calendrier de réalisation, enfin, donc la première partie de la rénovation du rempart va commencer et va s'étendre jusqu'à fin juin. Et ensuite, une fois que les remparts seront réhabilités, donc l'aménagement de la voirie des remparts se fera avec les réseaux secs à partir de septembre. Il y aura une pause durant l'été due au changement d'entreprise et également au fait que les entreprises au mois d'août ne travaillent pas. Et puis c'est la période estivale, ça permettra aussi aux habitants et aux autres de pouvoir se garer. Considérant que le coût des travaux est estimé qui s'élève en hors taxe à moins de 500 000 € et vu le plan de financement qui vous est proposé, nous avons donc demandé à ce titre-là des subventions avec la DETR. Donc tout au long d'aujourd'hui, on va vous donner des projets qui ont été estimés parce qu'on avait la DETR et la DECIL à déposer avant le 31 janvier. Ça, je tiens à le dire parce qu'on va vous présenter 3 projets d'envergure. Donc voilà, on a essayé de bien tout globaliser pour ne pas avoir de surprise surtout, et ça c'était important. Donc la DETR et la DECIL sont déposés. Le département de l'Hérault avec un accompagnement de 30%. 7 aglopoles, 16%, la région Occitanie, 8% et la ville de Metz, 20%, pour un total de produit de 100%. Donc un coût pour la ville de Metz de 100 000 €. Donc je vais vous demander, je vais laisser le maire vous laisser approuver cette délibération. Y a-t-il des questions sur le sujet? Oui, ce que je voulais dire quand même, c'est que nous sommes très attachés à notre patrimoine. Souvent, quand vous voyez, qu'en 2 ans, nous avons refait avec tous les remparts, le petit port, qui est en cours aussi. Bien sûr, tout ça en étant aussi les amis des pénitents, puisque je veux dire, il y a quand même une harmonie dans tout ce centre, on va dire, ce bord de mer. Vous avez pu remarquer aussi, on a eu aussi une mauvaise surprise, il a fallu démonter la statue Armand Torres, le socle a été prête à tomber. Donc elle est partie aussi on va dire, à la restauration, elle sera remise sur le petit port lors des travaux. Voilà, ce que je veux dire, c'est que on va dire que d'ici 2 ans, en 2 ans et demi, nous avons restauré toute une grosse partie de notre patrimoine, et c'est une belle chose, comme quoi nous sommes très attachés à ce patrimoine. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient,
Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 12, c'est la création du centre technique communal et je laisse à nouveau la parole à Madame Audrey Imbert. Merci Monsieur le maire. Donc toujours dans la même logique, on a donc acquis le bâtiment Spinelli. Pour ceux qui ne savent pas où c'est quand même, parce que c'est dans la zone industrielle face à Union Matériaux. Donc c'est le grand bâtiment qui est juste environ de 6 000 m² en face. Quand on est arrivé au sein de la municipalité, donc la case coopérative doit être libérée puisque l'agglo va en faire une salle polyvalente, fait une culturelle avec plusieurs activités à l'intérieur. Donc on devait donc prendre la décision de modifier nos équipes techniques et de les modifier de lieu. Donc nous nous sommes tout à fait projetés au départ à Dibre, puisque l'ancienne municipalité, et nous avons fait l'achat en début de mandature, avait positionné et acheté le bâtiment Boya. Par contre, donc, quand on a pris un programmiste, il a été identifié que toutes nos équipes ne rentraient pas à l'intérieur, il n'y avait pas de parking également, et que le coût était au plus de 6 millions d'euros. Donc c'était un coût qui était exorbitant pour en plus même pas répondre à la fonctionnalité qu'il fallait. Donc du coup, on a sauté sur cette opportunité et donc acheté cet établissement Spinelli, qui va être donc financé, et ça Marcel l'a expliqué tout à l'heure, par la revente de la caserne IP. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc du coup, il va falloir y faire les travaux et donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. L'objectif, c'est donc de réunir tous nos services techniques. Va rester hors cet établissement quand même tout ce qui est activité de stockage, sable, gravier qui reste au Mas de Gary. Et puis le maintien également de la propreté située rue Privat, parce que bien sûr les balayeuses ne peuvent pas faire le trajet de la zone industrielle au centre-ville. Voilà, dans le cadre de l'acquisition par la commune de cette parcelle au Mas de Gary, qui a été formalisée, comme je vous l'ai dit, de l'année dernière. Donc le bâtiment qui doit être maçonné servant de bureau, d'accueil, de sanitaire et de réfectoire nettoyé, un bâtiment en ossature mécanique qui est de 900 m², 975 exactement, servant d'entrepôt. Deuxième bâtiment qui disposant d'une ossature en bois de 100 m² également, et le reste de la parcelle qui sert de stationnement de véhicules. Donc l'ensemble nécessite une restructuration, une extension qui devra tenir compte des surfaces nécessaires, autant sur les locaux dédiés au personnel que sur le stockage du matériel. Le calendrier de prévision des travaux prévoit un démarrage en septembre 2024 pour une durée de 10 mois. Pourquoi septembre? Parce que nous avons laissé déjà une réflexion avec un temps supplémentaire à l'entreprise en place pour lui permettre de changer de locaux, et nous, ça nous permet aujourd'hui de faire nos études et d'envisager des travaux à l'intérieur. Donc, considérant que le projet de création du centre technique municipal vise à améliorer l'efficacité des services, il est considéré qu'en phase de faisabilité, le coût des travaux estimés est de l'ordre de 670 000 euros. Donc, rajouter aux 1 200 000 d'achats, ça nous porte un projet à moins de 2 millions d'euros contre un projet qui était à 6 millions d'euros de l'autre côté. Voilà. Donc, en termes de subventions, puisqu'on va également en demander, pareil, cette délibération est sur table au projet aujourd'hui parce qu'on a ces dates qui sont imposées par la préfecture sur le dépôt de la DETR et de la DSIL, avec un financement de 30% de l'État, 24% au département de l'Hérault, 7 agropôles pour 13%, Hérault Énergie 3% et un autofinancement de la ville de l'ordre de 30%. Voilà, donc je vais laisser Monsieur le maire pour faire approuver cette décision. Merci Audrey. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune question. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 13, c'est la mise en accessibilité des écoles et des gymnases. Je laisse la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Bien, mesdames, messieurs, l'agenda d'accessibilité programmée que vous voyez apparaître sous le terme ADAP sur l'ensemble des documents budgétaires a été approuvé par l'arrêté préfectoral en juillet 2016
Les travaux de mise en accessibilité des écoles et des gymnases de la commune ont été planifiés sur 3 exercices car c'était les établissements qui étaient prioritaires. Une première phase de travaux conséquents a été réalisée en 2023, telle que décrite dans le projet de délibération. La suite des travaux, initialement prévue sur 2 autres exercices, sera effectuée en 2024. Ces aménagements concerneront l'interphonie et les signalétiques à l'école Eliante, les rampes d'accès aux classes et à l'administration pour l'école Clémenceau, les rampes d'accès aux classes et des menuiseries à l'école Coty, les vestiaires et les sanitaires pour les personnes à mobilité réduite au gymnase Bernard Joux. Le plan de financement du projet est estimé à 178 139,70 €, pour lesquels la ville sollicitera des subventions auprès de la région et de cette agropole Méditerranée. Il est donc demandé d'approuver le projet de travaux de mise en accessibilité des écoles et gymnases tel qu'il a été présenté, d'approuver le plan de financement du projet estimé à 178 139,70 € hors taxe et autoriser Monsieur le maire à solliciter des subventions auprès de l'État via le dispositif de la DSIL 2024 de cette agropole Méditerranée et de la région Occitanie. Et enfin, de charger Monsieur le maire de mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet. Vous verrez que dans la délibération, les montants de répartition des subventions, la phase 2 de la DSIL 2024 pour 30%, cette agropole Méditerranée pour 28%, la région pour 14%, et donc il restera à charge pour la DPMES 28% de l'opération. Y a-t-il question? Une observation? Oui, une observation. Marcel Graine, vous avez bien fait de rappeler que c'est obligatoire depuis 2016, quand même, et que rien n'avait été fait jusqu'en 2023. Ce n'est pas dans le programme. Donc, je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 14, c'est les travaux de rénovation bâtimentaire de l'école Eliante. Je laisse la parole à Marie Pelin. Merci. Alors, dans le cadre de sa politique d'adaptation et de résilience face au changement climatique, la ville souhaite mettre en œuvre un programme de rénovation énergétique de l'école élémentaire Eliante et de désimperméabilisation des cours de récréation. La création d'un hôtel en lieu et place du bâtiment modulaire sera également étudiée. Construite dans les années 70, cette école dispose actuellement d'un chauffage 100% électrique. Un audit a été réalisé préconisant les mesures pour améliorer les performances énergétiques de cet établissement, détaillé dans le projet de délibération. Les travaux permettraient à terme de réaliser une économie de consommation d'énergie de plus de 26 000 kWh et une économie financière de près de 5 250 € par année. D'un point de vue écologique, la désimperméabilisation des sols et de cours permettra une déconnexion des réseaux d'eau pluviale de toutes les surfaces ainsi que des surfaces de toiture. Des travaux de rénovation des murs de clôture et des mises en accessibilité sont également programmés au sein de l'école. Le démarrage des opérations est prévu en juin 2024. Le calendrier sera organisé en fonction de l'occupation du site. Le plan de financement du projet est estimé dans sa globalité à 1 343 148 €, pour lequel la ville sollicitera des subventions auprès de l'État, de la région, du département de l'Hérault, de cette agropole Méditerranée, d'Hérault Énergie, de l'Agence de l'eau et de l'ADEME. Les détails sont joints dans la délibération. Un taux de subvention assez élevé, de près de 80%, notamment pour les travaux de rénovation énergétique, la mise en place de la géothermie et de la désimperméabilisation des cours d'école. Le reste à charge pour la commune est estimé à 283 143 € et 80 centimes. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet de travaux, d'approuver le plan de financement,
d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les diverses subventions auprès de l'État, de la région, du département, de cette agricole, des Méditerranées, l'ADEME, l'Europe et l'Agence de l'eau, et de charger le maire de mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet. Merci Marie-Hélène. Y a-t-il des questions, des observations sur le sujet? La délibération que vous nous proposez de voter, c'est celle qu'on a eue sur la table. Sur la table, c'est ça. Et pas celle qui a été envoyée. Oui, oui, je me souviens au début. Voilà, c'est ça. Donc il y a une différence de 500 000 euros. Oui. Oui, vas-y, explique. Oui, alors je vais expliquer déjà, je repars sur la demande de subvention qui doit être faite globalement au niveau de la DETR. Donc de ce fait, on a mis en option la cour nord qui sera sans doute réalisée par la suite, mais on avait été obligé de l'intégrer. Ensuite, on a fait des modifications, c'est-à-dire que dans ce projet-là, il y avait donc la date de l'école à faire qui était prévue par la date qu'on nous a présentée tout à l'heure, sauf que on a sorti du projet initial d'un côté pour vraiment l'intégrer à ce projet-là, donc ça a eu une augmentation également. Donc plusieurs modifications du projet qui a augmenté ce projet-là, mais qui a vidé d'autres poches de subventions en fait qui pourraient être demandées à d'autres titres. Et donc on a tout mis pour que ce soit vraiment plus visible et que vous ayez conscience de la totalité. On ne voulait pas vous perdre dans 200 000 euros de la date de côté. Voilà, le projet global était comme ça. La demande de subvention, elle était à faire avant demain soir. On l'a fait en lieu et place qui doivent être faits et donc on réalisera, et c'est pour ça qu'elle est transactionnelle, le projet en différentes étapes. Sachez aussi que sur l'école Éviante, dans l'ancien appartement du directeur, depuis peu, suite au problème que nous avons rencontré sur l'ancienne perception, et après quelques travaux, nous avons logé le service jeunesse, le service scolaire et le guichet unique. Voilà. Donc, ce logement qui nous servait à très peu de choses, si ce n'est à temps à des réunions. Après, on va dire que les services ont pris place dedans. Ça, en même temps, ça nous permet de rentabiliser les espaces. Et voilà. Alors, je voulais vous dire ça en plus. Sachez que ce projet aussi, oui, on a eu nous aussi des discussions sur ce projet parce que, bon, comme vous le savez, les écoles actuellement, ils baissent les effectifs. Certainement qu'à la rentrée, nous allons avoir une fermeture à l'école maternelle, je crois que c'est Jules Verne, c'est ça, Jules Verne. Et il y a l'école Clémenceau aussi qui on va dire, qui a la ligne de mire sur une classe aussi. C'est pas bon, ça c'est pas sûr. Donc je ne vous cache pas qu'on s'est posé la question aussi, chose que vous aviez déjà vous dans les cartons, c'est-à-dire de fermer cette classe. Donc le but n'était pas de fermer cette classe, c'était justement au contraire de la rendre un peu plus l'école, excusez-moi. C'est de la rendre plus attractive, et puis bon, de toute façon, ces bâtiments, on va se dire qu'on ne pouvait pas le laisser se dégrader. Il y avait toujours d'autres opportunités, de mettre l'espace jeune et puis d'autres services à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, le but c'est de continuer à avoir une troisième école. On l'a dit, on peut faire avoir des écoles à 70% qu'avoir deux écoles on va dire à 110 ou 120%. Et en espérant qu'avec nos futurs projets, que ce soit derrière la poste sur les projets de Héros et Habitat de l'ancien pays, ou que ce soit sur les HLM et quelques petits projets qui à droite à gauche, espérons qu'on arrive à récupérer des familles avec des enfants, car on va dire que les enfants c'est l'avenir de la ville, parce que même si notre ville est très attractive, preuve que dernièrement, comme vous l'avez pu le constater, on va dire qu'on est la deuxième ville la plus accueillante d'Occitanie. Aujourd'hui, on a eu avec Vanessa les résultats du camping-car. On est la première ville d'accueil de camping-car sur
sur l'Occitanie et on est là sur la France, sur les 500 aires de camping-car répertoriées, nous sommes le 10e. Et nous avons un taux de remplissage de 70%. Voilà, bravo que notre ville attire, mais on aimerait aussi attirer des jeunes enfants pour remplir nos écoles. Voilà, donc ce projet, même si au demeurant il paraît, on dit oui c'est cher de mettre tant d'argent sur une école où il y a seulement 4 classes, sachez que c'est un bâtiment municipal et on ne peut pas le laisser, on va dire, se détériorer comme beaucoup d'autres. Donc on va y mettre de l'argent dessus, oui, et on va faire en sorte que ce bâtiment reste une école publique. Voilà, merci. Marie-Hélène. Oui, juste pour aborder un peu dans ce sens, c'est vrai qu'on s'est un peu posé la question, mais ça reste un bâtiment municipal qui aujourd'hui accueille des agents du public, des enfants, des associations. Les travaux, ça a été présenté dans le débat d'orientation budgétaire, on l'a dit, ce sont des travaux qui sont envisagés sur une période longue. Ce ne sont pas des travaux qui sont spécifiques à une école, ce sont des travaux qui sont réfléchis dans le cadre d'un bâtiment municipal, la rénovation énergétique, la géothermie, la désimperméabilisation. Tout ça, ça reste des travaux qui vont permettre à ce bâtiment de s'inscrire dans une durée longue, ici dans les années à venir. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est aujourd'hui une école et c'est ce statut-là qui va nous permettre aussi d'avoir des subventions importantes et intéressantes, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a abondé au niveau du fonds vert 500 millions d'euros, je pense, qui sont dédiés spécifiquement aux travaux d'école et à la rénovation énergétique des écoles. Donc il y a cet effet aussi d'opportunité qui fait que ça nous permettra d'avoir un subventionnement important sur cette rénovation énergétique. Voilà. Monsieur Elisabeth. Oui, pour abonder dans votre sens, en effet, c'est un choix judicieux et quelque chose que nous préserve l'avenir sur la démographie, parce qu'on saura, ce bâtiment nous rendra service, il sera utile à la ville de Metz, et d'autant plus, comme cela vient d'être dit, il faut en profiter qu'il y a encore des enfants, et je souhaite que dans les jours à venir, les prochaines années, Metz comptera un peu plus d'enfants que n'en compte aujourd'hui. Et bien sûr, il y a des subventions à prendre et autant profiter de cette manne-là, surtout dans des conditions telles qu'elles viennent d'être citées. Donc, c'est un choix auquel j'abonde à 200%. Merci encore. Oui, tout à fait, monsieur Coumot. 80% de subventions, on va dire, c'est pas tout le temps où on peut avoir ce type de montagne. Donc je pense qu'il faut en profiter et justement, comme vous le dites, on espère que l'avenir nous fera arriver beaucoup d'enfants sur Metz. Voilà, donc, monsieur Foucasse. Vite fait, moi je voudrais réaffirmer que c'est une école. C'est une école et tout débat sur sa destination, pour moi, il est hors sujet aujourd'hui. Et pour de multiples raisons, je vous laisse réfléchir toutes les raisons pour lesquelles c'est une école et ici, parlons d'une école. Voilà. Vous avez raison, tout à fait. C'est une école et il faut la conserver. C'est pour ça que nous, le choix, c'était, on aurait pu faciliter par mesure aussi de fonctionnement. Hein, on aurait pu dire, il reste 4 classes, on en envoie 2 à Julien, 2 à Clémenceau, ferme, on paye moins d'agents, on paye moins de chauffage, moins de fonctionnement. Et bien non, on a pris la décision justement de conserver ces 3 écoles et avec certes le risque de tourner à 70%, mais vous savez, je préfère avoir à la rigueur une école où il y a 2 classes de vide, où on peut justement créer des animations dans les classes vides, au lieu d'avoir une classe où on est obligé de rajouter un algéco, parce qu'on n'a pas de place. Donc je trouve que les élèves travaillent dans de meilleures conditions. Et justement, c'est tous les travaux qui sont faits, que ce soit la désimperméabilisation, tout ça va faire que cette école soit encore plus accueillante.
Voilà, en tout cas, nous, c'est notre option, et comme vous le dites, pour nous, c'est toujours une école, et on n'a pas l'intention de la fermer. Voilà. Madame Humbert. Juste pour ajouter que les économies de fonctionnement, elles sont déjà opérées en fait, parce que quand on fait une bonne isolation thermique et qu'en plus on change, on fait une géothermie, c'est quand même nécessaire pour l'établissement, donc ça fait faire des économies de fonctionnement. Et les autres économies de fonctionnement, elles ont été faites en décidant de fermer Ypres et d'aller sur des locaux rénovés qui aussi sont moins énergivores, mais c'est également de vendre un établissement en péril qui aujourd'hui nous coûtait, était mutualisé et était aussi un gouffre énergétique. Donc voilà, je pense que politiquement, on n'a pas à se justifier en fait. Le souhait que ce soit une école et qu'elle reste, c'est notre souhait. Et on est content que les locaux vont être mutualisés et par le service jeunesse et par d'autres services aujourd'hui, tout en gardant les enfants en centre-ville. Voilà. D'observation, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, question numéro 15, tout en face, la convention de type de vue d'accueil enfants parents ma village avec le département de l'Hérault. Et je laisse la parole à Mme Annie Gaillard. Merci, Monsieur le maire. Depuis son ouverture en 2012, le lieu d'accueil enfants-parents, la ville de Metz signe une convention avec le département qui aide financièrement ce service. Donc cette année, le montant de la subvention s'élève à 3 153 €. Donc nous vous proposons de signer cette convention annuelle en fixant les objectifs et les conditions de déroulement de cette action de soutien à la parentalité, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document nécessaire. S'y rapportant, je crois qu'il me manque une ligne, voilà, charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 16, petite enfance, convention tripartite pour le fonctionnement du RPE Nord-Bassin-de-Tours. Et je laisse à nouveau la parole à Mme Annie Gaillard. Merci, Monsieur le maire. Donc, la convention relative au fonctionnement du relais petite enfance du Nord-Bassin-de-Tours doit être renouvelée également pour l'année 2024. Donc, ce financement est assuré par la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault, le Conseil départemental de l'Hérault et la mairie de Metz. Afin de permettre la continuité du fonctionnement du service, il est proposé d'approuver la nouvelle convention tripartite s'y annexée pour l'année 2024. L'objectif de cette convention est de favoriser une action d'information, d'accompagnement et d'échange entre les parents, les assistantes maternelles et les différents services aux familles du territoire. Il est donc demandé d'approuver la convention jointe en annexe relative au fonctionnement du RPE, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et de charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 17. Affaires scolaires, convention pour le remboursement des frais de transport liés à la pratique de l'enseignement de la natation scolaire. Je laisse parole à Marie-Hélène Pelin. Merci. Alors, il s'agit de la convention entre la ville de Metz et 7 agglomérations méditerranéennes pour la prise en charge des droits d'entrée à la piscine et le remboursement des frais de transport, comme pour tous les ans. Je rappelle juste que toutes les classes élémentaires des écoles publiques de Metz ainsi que la Calandrette sont concernées et se rendront à la piscine de Gijon. La convention en annexe est détaillée et les modalités de la prise en charge aussi. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la dite convention et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dossier. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie.
Question numéro 18. Foncier la ligne nouvelle à Montpellier-Perpignan, désignation des représentants de Metz à la commission intercommunale d'aménagement foncier. Je laisse la parole à M. Jean-Christophe Dalbigo. Merci, M. le maire. Donc, au dernier conseil, on s'est retrouvé sur une situation où il n'y avait pas eu de candidat pour participer à cette commission. On a fait savoir ça aux autorités qui nous ont dit vous n'avez qu'à choisir au sein du conseil municipal s'il y a des gens qui payent du foncier non bâti. Donc, on a envoyé la délibération en proposant des noms. Mais c'est totalement libre et s'il y a d'autres volontaires, il suffit simplement d'avoir une part de foncier non bâti. Donc si vous avez une maison, vous avez forcément du foncier non bâti à côté. Donc s'il y a des membres du conseil, y compris de l'opposition, qui veulent participer, on est tout à fait prêt à céder notre place, les 3 personnes qui étions sur la délibération. Monsieur Doulat, ça vous intéresse? Allez. Et d'autres personnes éventuellement? Non. Bon. Donc là, on avait proposé un titulaire, Madame Belin, qui n'est pas vraiment volontaire. Monsieur Nicolas, qui non plus n'était pas très volontaire. Et Monsieur Dalbigo encore moins. Mais non, mais il y a un problème de représentativité aussi français. Oui, comme je sais que Numa n'est pas très volontaire, que je m'y connais quand même un petit peu. D'accord. Le système ferroviaire, les mon passé. Donc, en théorie, c'est une élection. Il suffit de se porter candidat. Donc, si on a Monsieur Doulat, Monsieur Graine, oui. Super. D'accord. Donc, si on est d'accord qu'il n'y a que ces candidats-là, on va éviter de faire un vote à bulletin secret, si tout le monde est d'accord. Et on va dire qu'il y a deux titulaires, M. Marcel Graine et M. Alissa Doulat, et un suppléant, M. Dalbigo. Si tout le monde est d'accord. D'accord sur le principe. Ok. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y ait énormément de réunions manuelles, mais il faut quand même y participer, ça touche le territoire. Donc c'est bien. Bon, on va voter alors pour 2 titulaires, c'est-à-dire M. Marcel Graine, M. Alissa Doulat et Jean-Christophe Dalbigo, suppléant. Alors je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, et je vous remercie. On s'est déporté. Question numéro 19. Intercommunalité transfert à SAM des compétences supplémentaires en matière de lecture publique et d'école de musique associée. Je laisse la parole à M. Philippe Curet. Merci, monsieur le maire. Ah, pardon, le micro, c'est mieux. Donc, dans le cadre de la construction et de la mise en œuvre du projet culturel de territoire développé par cette Aglopole Méditerranée, l'Aglo a délibéré le 16 novembre 2023 pour le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de compétences supplémentaires, donc 2 compétences supplémentaires. L'animation et le développement du réseau intercommunal de lecture publique, ainsi que la coordination, l'animation et le développement du réseau intercommunal de la charte des écoles de musique associées. L'enjeu de ce transfert est de donner aux structures culturelles de chaque commune, médiathèque et école de musique, le cadre juridique pour mener à bien les actions du projet culturel de territoire, détaillé dans la délibération subdivisée. Il est donc demandé au conseil municipal, et donc, attendez, il faut que je retrouve le texte, c'est avec les tablettes qui s'étaient, voilà, d'approuver le transfert des nouvelles compétences supplémentaires suivantes, animation et développement du réseau intercommunal de lecture publique, et la coordination, animation et développement du réseau intercommunal de la charte des écoles de musique associées. Et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce transfert. Y a-t-il des questions sur le sujet? Qu'est-ce que tu dis? D'accord. Ok.
Aucune question? Peut-être on peut peut-être un peu préciser. Oui, vas-y. On peut préciser juste ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ces deux, aujourd'hui on a des établissements publics et qui appartiennent à l'aglo, qui concernent la musique et la lecture, donc les médiathèques et les écoles de musique. Et ces deux compétences vont permettre à ces établissements publics de sortir de leur établissement pour faire des animations et coordonner des actions culturelles dans les villages qui n'ont pas d'école de musique. Comme nous, on a une antenne de conservatoire, on a une médiathèque qui est gérée par l'aglo. Donc il y a beaucoup de communes qui n'ont pas ces établissements, et ça va permettre aux écoles de musique d'intervenir sur les petites écoles de musique municipales ou les petites bibliothèques municipales. Voilà. Ça va leur permettre de sortir de leur établissement, ce qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'à présent. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je vais mettre au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Sous les questions diverses, alors je vais laisser la parole à Delphine Apnin qui va vous parler de l'action de prévention et de sécurité au sein des services municipaux. Merci, monsieur le maire. Donc, on vous a mis en point divers un plan de prévention et de sécurité qui a été mis en place en lien donc, avec les élus et les services RH suite au respect de la réglementation contenue en tant qu'autorité territoriale qui est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé physique et mentale des agents placés sous son autorité. La collectivité veille à ce que les agents assurent leur mission dans des conditions de santé et de sécurité optimales afin de répondre aux différents enjeux de la santé au travail, humains, sociaux, juridiques et économiques. Donc, selon le décret du 3 février 2012 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, la collectivité doit respecter la réglementation, préserver un bon état de santé des agents en réduisant la probabilité de survenue d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et en limitant les conséquences, de développer la culture de la prévention, de témoigner d'un climat social favorable et être experte auprès des CST et des commissions pour réduire les coûts directs et indirects de l'absentéisme par une maîtrise de la sinistralité. Donc, afin d'aider la collectivité, ce comité de prévention et de sécurité doit améliorer donc les conditions de santé et de sécurité du travail aux agents et mettre en place donc une démarche de prévention adaptée aux besoins des agents de collectivité. Donc, comment ça s'est passé? En création d'un service de sécurité et de prévention en septembre 2022. Ce pôle de prévention est représenté par 7 agents de la collectivité, avec 2 référents de prévention et un référent de sécurité et des assistants de prévention. Leur mission a été de mettre en place donc, des formations internes de sécurité de santé au travail, être garant de l'hygiène et de la sécurité des locaux, la gestion des trousses et des armoires à pharmacie, la gestion des défibrillateurs, gestion des exercices d'évacuation et l'organisation des secours, et la mise à jour aussi du document unique. Donc, tout ceci a démarré en 2022 en recrutant donc, les assistants de prévention. Il y a eu la mise en place des pôles de prévention et de formation initiale obligatoire des assistants de prévention. En 2023, il y a eu une redéfinition des unités de travail entre la ville et le CCAS et sectorisation des assistants de prévention, mise à jour des registres obligatoires en santé-sécurité avec des registres d'observation et registres de danger grave et imminent. Mise en place d'une procédure d'accident de service en lien avec le service de médecine préventive. Mise à jour des armoires et des trousses à pharmacie, état des lieux réalisés par les assistants de prévention eux-mêmes pour chaque unité. Études statistiques sur la qualité de vie au travail et visites de sites. Et évaluation des risques professionnels et préconisation, enquête administrative, accident du travail. Pour 2024, donc le groupe de prévention et de sécurité a prévu, suite à la formation de 2 agents
en tant que formateur, de former les agents donc à la formation évacuation incendie, assistant de prévention, et une formation en interne assurée par des assistants de prévention pour toutes les ASEM et le service jeunesse. Il y aura aussi une évaluation des risques professionnels et une mise à jour du document unique des unités de travail pour les services du CESQ, Gymnase Rigal, Gymnase Bernageux, le Dojo, CCAS, enfin voilà, plusieurs bâtiments, les agents dans les bâtiments municipaux. Voilà, donc je tenais à souligner donc la mise en place de ce groupe de prévention et de sécurité qui n'avait pas été effectué avant et qui prévient donc de la sécurité des agents et donc la sécurité de nos citoyens. Merci. Merci Delphine. Y a-t-il des questions? Aucune question. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Le prochain conseil municipal aura lieu le 4 mars. Le 4 mars, on l'a bougé par rapport au fait qu'on l'avait mis pendant les vacances scolaires. Donc, je suppose qu'il y a des gens qui profitent des vacances scolaires. Donc là, on l'a remis le 4 mars. Voilà. Bonne fin de soirée. À vous tous.